Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Les endormissements à rallonge, les réveils nocturnes ou les siestes compliquées, ça te parle? Bienvenue dans Au pays des merveilleuses, le podcast qui t'aide à retrouver des nuits paisibles et des journées plus sereines. Je suis Alice Pigano, fondatrice d'Enfance Positive, experte en sommeil des enfants et en parentalité bienveillante, et aussi maman de 2 jeunes enfants. Ici, on parle sommeil, parentalité et équilibre avec des conseils concrets, des partages d'expériences et des échanges inspirants avec des experts et des parents. Installe-toi, on commence. C'est parti. C'est parti. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Célia. C'est la maman de Constantin. Tu peux la retrouver sur le compte Instagram occupe.tonpetitloup. Je te mettrai le lien en description. Célia, elle avait au départ imaginé un allaitement simplement pour essayer, entre guillemets, ou plutôt pour voir. Et puis, cette expérience, c'est devenu un lien indescriptible, un véritable pilier dans son histoire de maternité. Après un parcours de PMA, puis une césarienne programmée, elle nous raconte comment l'allaitement, ça a été pour elle un espace de liberté, de choix, de connexion. Un allaitement qui a duré bien plus longtemps que ce qu'elle avait prévu initialement, et puis qui s'est interrompu au moment de sa reprise du travail. C'est une histoire touchante, pleine de nuances et surtout très incarnée. Alors merci pour ta confiance, Célia. Bonjour Célia. Bonjour, merci à toi d'enregistrer ce podcast. C'est un plaisir de t'accueillir. Est-ce qu'avant de commencer, tu peux simplement nous donner un petit peu un aperçu de la composition de ta famille? Quel âge aujourd'hui a ton fils? J'ai rencontré mon mari à l'âge de 21 ans, on s'est mariés à 24 ans et le désir d'enfant est venu très tôt, sachant que je savais que malheureusement il y aurait des petites difficultés pour avoir notre enfant. Donc on s'est mariés et tout de suite après on s'est lancé dans l'aventure de projet bébé. Et là actuellement mon fils a 2 ans et demi. Du coup, tu as quel âge? J'ai 28 ans. Très bien. Justement, tu as évoqué un petit peu dans ce que tu viens de dire les difficultés pour avoir un bébé. Ouais. Dans ce que tu viens de dire, je comprends que tu le savais à l'avance que ça allait être difficile, donc peut-être que tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu mieux quelles infos tu avais avant même de chercher à avoir un enfant et à quoi ressemblait ce parcours PMA que tu as dû vivre avant la naissance de Constantin, parce que du coup il s'appelle Constantin, ton fils. Tout à fait. Tu peux nous raconter un peu ce chemin-là? Ouais, et ben, en fait, quand j'étais jeune, j'ai eu, l'appendicite qui habituellement se passe plutôt bien et est plutôt classique, sauf que moi, il y a eu un petit retard de prise en charge. Au début, on pensait que j'avais une gastro, donc ça a un petit peu tardé et arrivé la péritonite et la péritonite était vraiment, très, très avancée et du coup, ça a perforé ma trompe Ah oui. et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a dit que vu que j'étais jeune, soit elle se reformait, soit elle serait plus du tout perméable. Et du coup, dès qu'avec mon mari, on a eu l'envie d'avoir un enfant, j'ai été voir une gynéco qui a refait une petite écho et qui m'a dit qu'effectivement, la trompe n'était plus perméable et qu'il faudrait l'enlever ou on pouvait essayer, mais qu'il y aurait malheureusement peu de chances que je tombe enceinte. Donc j'ai vu un chirurgien qui était OK pour retirer la trompe et en même temps, il m'a dit est-ce que vous avez des règles douloureuses? Je lui ai dit oui, mais bon, c'est normal. Et il m'a dit je vous fais un petit test d'endométriose avant, comme ça, quitte à vous opérer, on explore toutes les pistes. Et effectivement, il s'est avéré que j'avais de l'endométriose. Donc, on a fait l'opération, on a enlevé la trompe, on a enlevé toutes les lésions d'endométriose, enfin une grande majorité. Et après, il m'a dit, vu que là, tout est propre, soit vous allez tomber enceinte très rapidement, ou soit malheureusement, ça va prendre un peu plus de temps et il faudra aller en PMA. Ok. Les mois passent, c'est toujours négatif. Donc, je dis à mon mari, je crois qu'il faut aller en PMA. Et j'ai la chance que mon centre de PMA est à côté de mon travail, mais vraiment collé. Il y a une petite passerelle pour passer de mon hôpital, parce que je suis infirmière, à l'autre hôpital. Et je guettais les petits rendez-vous sur Doctolib dès qu'il y avait des annulations pour avancer au plus tôt mon rendez-vous. Parce que psychologiquement, ça commençait à être très très dur tous les mois de voir du négatif, encore négatif. Et à côté de ça, j'étais dans un âge où les copines commencent à tomber enceintes, donc j'apprenais grossesse sur grossesse et moralement, ça devenait très compliqué. Malgré tout, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu mon rendez-vous en PMA un 31 janvier et j'ai commencé mon protocole en mars. Donc, ça a été hyper rapide parce que du coup, j'avais fait tous les examens avant, j'avais un peu pris les devants et qu'avec les rendez-vous annulés, tout s'est bien goupillé. Ça s'est fait au bout de combien de temps d'essai avant? On était à plus d'1 an. Même plus d'1 an. Ouais.
On était à plus d'1 an et là, du coup, on se lance dans la PMA qui, par chance, a été très, très vite. OK. Je commence mon protocole. Alors, j'étais en protocole long, donc du coup, ça a fait une ponction avec un transfert que mi-avril environ. Et j'ai eu énormément de chance parce que test positif. Dès le premier transfert. Oh, dès le premier transfert. Waouh, Donc, super. c'était magique. Ah oui. Et là, donc, se passe la grossesse. Donc, alors, assez compliqué parce que j'étais très stressée, parce que j'avais tellement peur de jamais avoir mon bébé dans les bras. Et là, donc, on découvre que mon fils est en siège. Donc, vu que je suis passée par la PMA. Donc, du coup, déjà, tous les rendez-vous étaient programmés, tout était fixé. Et là, je me dis, bon, je veux au moins avoir un accouchement normal. Là, j'apprends que césarienne. En fait, quand ils ont vu que c'était en siège, ils t'ont tout de suite dit: «Il faut qu'on programme une césarienne», c'est ça? Alors, oui et non. Donc, on m'a dit, on va tester, si vous le souhaitez, la VME, c'est-à-dire que eux-mêmes, par-dessus le ventre, ils essayent de retourner le bébé. D'accord. J'ai essayé aussi l'acupuncture, l'ostéopathe. Vraiment, j'ai tout donné. Oui. Mais ça n'a pas marché. Mon fils était vraiment très bien installé en siège dans mon ventre. Et ils m'ont dit, bah écoutez, c'est soit on fait un accouchement voix basse par le siège, mais ça nécessite une grande équipe médicale, ça peut finir en césarienne. Et là, j'ai dit, oulala, on va peut-être pas prendre autant de risques, c'est quand même un bébé précieux. Donc écoutez, s'il faut que ce soit la césarienne, ça sera la césarienne. D'accord. En fait, sur le coup, je l'ai très bien accepté parce que c'est quelque chose qui me faisait pas peur. Mais ça m'a enlevé ce petit côté, oh bah du coup je sais quand c'est, je vais aller en salle de réveil, je vais pas profiter de mon fils tout de suite. Chose que du coup je rêvais tellement de mon fils que j'aurais aimé profiter des premiers instants avec lui. Et, et là en fait mon fils m'a fait la surprise d'arriver 36 heures avant la césarienne programmée. Ouais. En fait je commence à avoir des contractions l'après-midi assez forte et mon mari rentre du travail, j'ai dit bon, on va peut-être aller faire un petit coucou à l'hôpital pour voir que tout va bien. Et là, par chance, contraction toutes les 2 minutes. Et c'était parti. Donc génial. Et là, donc on organise le truc, on me dit qu'on va en césarienne, du coup d'urgence, même si c'était pas une urgence, parce que du coup moi j'allais bien, le bébé allait bien. Eux, ils avaient pas sur leur planning, en gros, si je comprends. Exactement. Donc c'était une urgence. Et là, l'infirmière anesthésiste arrive et je lui dis, est-ce que mon mari peut venir avec moi? Parce que normalement, on m'avait dit urgence, c'est non. Et elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Et ma plus grande crainte, en fait, d'avoir la césarienne, c'était surtout que, vu que je voulais allaiter, j'allais en salle de réveil et j'allais pas avoir mon fils avec moi. Et on m'avait plusieurs fois dit, vous savez, s'il a faim, on va pas le laisser mourir de faim, donc il faudra lui donner à manger. Et là, j'étais, oui, mais du coup, j'aurais pas ma tétée d'accueil. Et donc ça, c'était, on va dire, le plus dur à accepter dans la césarienne, c'était que j'avais pas mon fils directement avec moi et que j'aurais pas cette fameuse tétée d'accueil. Du coup, je leur avais dit, si, effectivement, s'il faut lui donner à manger, on lui donne à manger, mais je voudrais que ce soit mon mari et à la seringue, je veux pas de biberon. Alors qu'au début, j'avais pourtant prévu un allaitement, très simple, où très léger, où j'avais rien lu, où j'avais dit je teste 1 mois puis après je fais le biberon. Comme ça, j'aurais eu les 2 expériences. Mais en fait, plus j'approchais de l'accouchement, plus je me disais, mais en fait, c'est le seul choix qu'on me laisse parce que la césarienne, bon, même si j'avais quand même le choix avec l'accouchement voix basse, c'était trop risqué pour moi. Je voulais pas et du coup je me dis oh là c'est la seule chose que je peux contrôler et on va peut-être essayer de me l'enlever parce que si il a faim il va falloir lui donner à manger. Et cet allaitement déjà a commencé à s'ancrer en moi où j'étais en mode mais s'il vous plaît je voudrais juste l'allaiter en salle de réveil. Et on m'avait dit que c'était pas possible à tel point que la semaine d'avant j'avais appelé à une autre mater où j'avais été suivie en centre de PMA, mais vu qu'on avait déménagé, c'était à 1 heure de route de chez moi, donc mon mari était pas chaud, il me dit oh c'est un peu risqué, et imagine ça se programme avant. Ouais, c'était une mater où ils acceptaient ça, là où tu avais appelé. Oui. Tu vois, c'est quelque chose que je comprends pas, quoi. C'est la première à me raconter ce genre de choses. Et pas toi, quel est ton regard là-dessus, mais c'est vraiment pas normal qu'il y ait autant de différences d'un endroit à un autre et qu'on laisse pas plus liberté par rapport à contact avec leur bébé, par rapport au respect de souhait. Le souhait, là, en l'occurrence, de respecter l'envie d'allaiter, enfin, tu vois. C'est ça.
parce que derrière, tu vois, moi je fais des accompagnements sur le sommeil des enfants et c'est vrai qu'on est souvent amené à venir sur toute l'histoire, vraiment, en l'occurrence le moment de la naissance. Et c'est vrai que ça a un impact fort ce qui se passe à ce moment-là et c'est tellement frustrant C'est de se ça. dire qu'il y a certaines choses qui n'ont pas lieu uniquement parce qu'on est dans un endroit où l'équipe médicale impose des choses qui ne nous conviennent pas et c'est enfin, franchement, c'est C'est hyper. ça. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, mais je pense que ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, d'en parler et de Ouais. mais réveillez-vous quoi, dans les lieux comme ça où il y a des naissances, changez les choses, laissez plus de liberté parce que il est où le danger à laisser un bébé venir téter sa mère en salle de réveil? Quel est le danger? C'est plutôt l'inverse en fait, hein, c'est de pas laisser ce lien se créer tout de suite qui est mauvais. Donc, c'est triste, hein. C'est ça et donc du coup, bah, se passe la césarienne. Alors sur le coup, j'ai même pas eu le temps de réaliser parce qu'on est arrivé à 20h30 à la maternité. À 22h44, ça y est, la césarienne était faite. Ah oui. Donc de là, ils me recousent. Donc mon fils part avec mon mari et l'équipe soignante. Et donc j'arrive en salle de réveil et là, je trouve ça bien vide, très triste. Et j'ai eu énormément de chance. Je pense que j'ai eu une bonne étoile ce jour-là parce que l'infirmière anesthésiste qui surveillait la salle de réveil et du coup il y avait que moi parce que la chance c'est 22h44, il n'y avait pas d'urgence la nuit Ouais. et elle m'apporte mon fils et mon mari. Ah, trop bien. Et elle me pose du coup, vu qu'elle savait que je voulais allaiter, mon fils au sein directement. Donc on a eu cette tétée d'accueil. J'ai pas été séparée de mon fils sauf le moment où fallait faire du coup les soins post-césarienne, mais c'était très faible parce que lui aussi avait ses soins à faire. Après on est retourné en chambre. Mon mari n'avait pas le droit de dormir la nuit non plus. Mais bon, moi j'étais avec mon fils, c'était chouette et on a consolidé cet allaitement qui a été pour moi un lien indescriptible parce que c'était mon bébé, il était à moi, il était dans mes bras, je le regardais en train de téter, enfin il y avait toute cette chaleur humaine, tout ce côté cocooning, c'était absolument époustouflant, enfin j'en garde un souvenir merveilleux. Même si effectivement ça n'a pas toujours été facile, hein, bien évidemment. Il y a des fois où le bébé était tout le temps accroché au sein et que je pouvais rien faire. Mm. Et là, j'ai découvert la sling qui m'a soulagée, qui a été vraiment révélateur pour moi. J'en voulais pas avant d'accoucher et en fait, j'ai vu que je pouvais allaiter mon bébé, le porter et faire tout ce que j'avais à faire. Oui. Et il a actuellement 2 ans et demi et il est toujours porté en sling. Pour ceux qui savent pas, c'est un moyen de portage, c'est un chouette. Ouais, moi, j'ai fait ça aussi pour allaiter, enfin pour allaiter et porter tout court, mais c'est vraiment super. Mm. Ah oui, non, franchement, ça a été libérateur. Et même encore, il a 2 ans et demi et il me dit bébé sling pour aller en sling. Ouais. Bah, parce qu'ils sont bien contre nous, ces bébés. Et Ouais. exactement. Mm. Et puis je pense que quelque part, ça lui rappelle tout petit nos moments où on était ensemble tous les deux en allaitement. Ouais. Et là, vient la reprise du travail. Bah oui, alors dis-moi, t'as dû reprendre le travail à quel âge, Constantin? Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il avait 4 mois et demi. D'accord, oui, donc tu as pu quand même avoir une reprise de travail un peu après la fin, entre guillemets, officielle Oui, du congé. Ok, c'est ça. En fait, j'ai collé mes vacances. oui, J'avais fait un petit stock avant et j'ai collé toutes mes vacances au congé ouais. maternité. Parce qu'on ne peut pas le faire, donc c'est chouette que tu aies pu faire ça. C'est ça. Ah oui, non, franchement, ça a été révélateur et je vois la date butoir du congé maternité et je me suis dit, mais si je devais reprendre là, mais j'aurais jamais été capable de laisser mon fils. Oui, c'est vraiment trop court, hein. C'est, C'est ça. enfin, pour moi, il y a un côté un peu inhumain à ce délai hyper court. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai vécu pour mon premier, de reprendre Mm. tout de suite sans pouvoir ajouter de vacances, parce qu'à l'époque, j'étais enseignante. Donc, c'est pas moi qui Ouais. décidais mes vacances, elles étaient imposées. Et en l'occurrence, bah, ça tombait pas. Enfin voilà, il fallait que je reprenne du Mm. coup. C'est ça. Et hyper m'a vécu mon fils aussi, et alors que j'ai fait différemment pour ma seconde et que j'ai réussi, entre les vacances et les congés, Mm. pato et cetera, à prolonger pour qu'elle commence à être gardée et que je reprenne le travail quand elle avait 6 mois seulement et j'ai vu une différence énorme donc après 4 mois et demi, Mm. ça reste déjà, bien, je trouve, Oui. par rapport à, parce que moi, mon fils, au final, il avait 2 mois et demi, quoi, hein, quand, Ouais. enfin, tu vois, même pas 3 mois. C'est trop rapide et tu as raison,
Ça paraît, quand on arrive à ce moment-là, on se dit: «Mais c'est pas possible, c'est beaucoup trop tôt». Ah oui, non, vraiment et encore que du coup, pour mon fils, pour, vraiment profiter de lui, le plus possible, en fait, je suis passée de nuit. Comme ça, je me dis: «Je loupe pas grand-chose» parce que la nuit, il dort. Le matin, il va juste, chez la nounou, mais juste le matin et je le récupère et je passe toute l'après-midi avec lui. Ouais, super. Ça, c'est bien. Ouais et vu que j'ai la chance de travailler en 12 heures, bah, je travaille maximum que 12 nuits et en fait, tout le reste du temps et bah, je le garde. Donc il est gardé, peut-être 10 jours dans le mois parce que, bah, forcément, je travaille un week-end et que c'est mon mari qui est là. Donc j'ai la chance de passer énormément de temps avec mon fils, même si c'est fatigant de dormir que 4 heures parce que, bah, après je veux m'occuper de mon fils. Mmh. Mais c'est le plus beau choix que j'ai fait de passer tout mon temps avec lui. Et en début d'année ou en fin d'année? Il va aller à l'école en septembre ou pas? Il va à l'école en septembre parce D'accord. que 27 décembre. Ah ouais, effectivement. Voilà. OK. Ah ouais, ouais, ouais. Donc là, ça va vous allez passer sur un autre rythme encore. Oui et encore que j'ai demandé une dérogation pour la sieste. Donc Ouais. il va être de chez moi de 11h30 à 15h. Oui, bah oui, puisque tu as pu, trouver cet accord avec l'école, ça c'est bien aussi parce que là encore ça dépend des écoles, de la direction de l'école et cetera, donc c'est chouette si tu as pu, mettre ça en place. Trop bien. Mmh. Et du coup, si je reviens sur l'allaitement, Oui. est-ce que tu peux, nous dire s'il y a eu des étapes marquantes, cet allaitement? Est-ce que tu as eu l'impression, voilà, de vivre certaines étapes? Et parle de ce lien fort, de cette expérience qui a été précieuse, pour, toi et certainement aussi pour Constantin. Peut-être que, tu peux nous dire, en tout cas, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta façon de vivre ta maternité? Qui fait que ça s'est passé finalement comme ça, alors que c'était pas ce que tu avais imaginé au départ, tu vois? Ça vient de faire le parallèle entre les idées un peu préconçues qu'on se fait avant que bébé arrive et puis finalement la réalité une fois que bébé est là et on vit pas du tout les choses de la même façon que ce qu'on s'était imaginé, quoi. Bah, en fait, du coup, donc il a été, bah, tout de suite au sein. J'ai eu la chance de pas avoir de crevasse, de pas avoir trop de difficultés à la prise au sein. Il a très bien pris, à part que, beh, juste des fois, je savais pas forcément comment le positionner parce que, bah, du coup, j'avais la cicatrice de césarienne et j'avais clairement pas du tout anticipé tout ce que ça impliquait. J'ai été peu aidée, en fait, je trouve que vraiment on a 0 information, sur l'allaitement. C'est vrai qu'au début, j'avais regardé un peu les conseillères en allaitement, mais j'étais sûrement mal renseignée et j'avais vu des consultations à 120 € et je me suis dit: «Mais en fait, je peux pas, c'est pas possible» et après, ils nous ont donné à la maternité le numéro SOS allaitement que j'ai appelé à 2 reprises, qui est sur l'idée est une très bonne chose. Mais c'est vrai que malheureusement, ça a pas trop répondu à mes questions. Peut-être que, bah, vu que c'est par téléphone, ça peut être moins bien ciblé ou peut-être que je m'exprimais mal. Mais en tout cas, ça m'a aidée à tenir. Il y a des moments où de doute, hein, comme je pense tout le monde, mais pour moi, je voulais tellement pas qu'il ait des laits industriels que j'ai tiré mon lait, tiré et comme ça aussi mon mari aussi a pu, lui donner le biberon parce que forcément il avait envie de connaître cette expérience. J'ai pas voulu avant 1 mois parce qu'ils avaient dit qu'il pouvait avoir la confusion sein-tétine. Je pense qu'avec le recul, bah, j'aurais pu tester parce que c'est pas sur tous les bébés et que peut-être qu'à certains moments, ça m'aurait soulagée de pouvoir tirer mon lait et que mon mari le donne, même si, c'était une très belle expérience de l'avoir fait comme ça. Peut-être que voilà, ça m'aurait dégagé un petit peu de temps pour moi, pour, faire des petites choses, type vider le lave-vaisselle tranquillement, ne pas me relever en pleine nuit à 2 heures du matin pour laver la cuisine. Voilà, peut-être que j'aurais fait les choses différemment, mais voilà, ça a été quand même une belle expérience de d'attendre ces 1 mois, de après avoir fait, la différence entre tire-allaitement et allaitement exclusif, ce qui a été, Mmh. absolument magique et bah, revient la reprise du travail et bah, vu que je suis infirmière en oncologique, la pédiatre m'a dit: «Bah, vous pouvez pas toucher aux chimios». Ah, Ah oui, et tu continuais l'allaitement? si je continuais l'allaitement. Ouais, donc c'est pas compatible avec ton travail finalement, c'est ça? Beh, c'est ça, la pédiatre m'avait dit que non, c'était pas possible et j'avais appelé la médecine du travail qui m'avait dit la même chose et j'avais tellement eu de difficultés à avoir mon fils que je voulais
surtout pas lui apporter quelque chose de néfaste. Bah oui, tu m'étonnes. Donc au début, j'ai appelé mes collègues en mode je reprends, c'est la panique. Mon fils, certes, il boit très bien le biberon, mais il s'arrête à 80 cc et il en boit plus. Et du coup, il faut absolument que je puisse l'allaiter en complément. Et est-ce que je peux avoir le côté soins palliatifs? Parce que dans mon service, on a aussi des soins palliatifs. Donc là, ils ont plus de chimio. Ouais. Elle me dit oui, oui, t'inquiète pas, pas de souci, on fait comme ça tu peux continuer à l'allaiter, reprendre le travail. Je me suis dit, mais ça va être super cette reprise, tout va bien se goupiller. Et la deuxième nuit, il y avait que des chimios. Donc j'ai manipulé les chimios. Et sur le coup, je m'en suis pas trop rendu compte parce que j'étais au travail, j'étais dans l'esprit travail et j'ai pas pensé à mon allaitement. Et je suis rentrée le matin et là, je me suis dit, oh là là, en fait, mon allaitement, il est fini. Et j'ai même pas fait de tété d'au revoir et j'ai rien fait. Et voilà. Ah, alors comment t'as vécu ça? Et ça a été très dur. J'ai eu énormément de chance que mon fils, je pense qu'il a dû le sentir, n'est jamais revenu au sein. Ah ouais. Et déjà, j'ai pas eu ce problème de lui dire non, 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 tu peux plus, ne me touche pas. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Ah oui, Il n'est pas revenu au sein. compris quoi. Ils sont incroyables. Ouais. Alors que du coup, je lui avais même pas trop expliqué parce que moi-même, j'étais un peu devant le fait accompli. Et j'étais en mode, oh là là, même s'il est tout petit, parce que je sais qu'ils comprennent beaucoup de choses, je veux pas lui dire pour pas lui donner l'idée d'aller au sein. Et en fait, ça s'est arrêté net, comme ça, du jour au lendemain. Et avec le recul, ça a été mon plus gros regret parce qu'en fait, mon allaitement, j'ai été très attachée. Et à chaque fois que on essayait d'introduire le lait industriel quand il avait 3 mois pour faire une transition toute douce et pas le passer du jour au lendemain au lait industriel, je regardais mon mari et je dis encore une semaine. Allez, encore une semaine. Et puis là, j'étais face au jour de la reprise du travail et j'ai pas pu. Et cette deuxième nuit où il y avait que des chimios, j'ai pas eu le choix. Donc j'espère vraiment que j'arriverai à m'organiser autrement pour un jour un deuxième enfant. Parce que même encore aujourd'hui, ça me manque. Ça me manque ces endormissements au sein, ça me manque de pas l'avoir contre moi parce que c'est pas pareil. Et c'est pour ça que c'est un bébé sling qui va toujours en sling. Ouais. Oui, parce que finalement, t'en as besoin aussi, toi, de ça. Vous en avez besoin tous les deux. En parlant à un médecin, il pourrait faire un arrêt pour allaitement. Ça existe, il me semble, non? Pas aujourd'hui, mais si t'as un jour ton deuxième enfant, évidemment. En fait, on me l'avait proposé quand on avait vu qu'il buvait que 80 millilitres au biberon. Sauf que je suis passée de nuit pour mon fils. Donc ça dit une nouvelle équipe et j'ai pas osé. Donc j'ai refusé. Mais aujourd'hui, c'est mon plus gros regret. Et pour le deuxième, si en tout cas il n'y a pas de possibilité que je sois que en soins palliatifs, malgré que j'ai beaucoup de chance parce que mon service a déménagé dans un autre service. Et du coup, là, il y a vraiment un côté où il n'y a pas de chimio et l'autre, il y en a. Donc là, je pourrais faire comme c'était prévu initialement. Mais c'est vrai que j'ai un peu de regret parce que j'y tenais à mon allaitement, parce que c'est la seule chose que j'ai pu programmer, que j'ai pu choisir, parce que la PMA, je ne l'ai pas trop choisie. Je n'ai pas trop eu le choix si je voulais avoir un enfant. La césarienne, c'était trop dangereux pour mon fils. Et donc là, c'était mon choix, mon allaitement. Et on me l'a un peu enlevé très vite. Ouais. C'est fou. Le témoignage me fait penser à d'autres témoignages que j'ai eus avec toutes les familles avec qui j'ai échangé et également à ma propre expérience. Et je trouve que souvent, pour notre premier enfant, on n'ose pas. En fait, on n'ose pas Oui. toujours dire ce que vraiment on souhaiterait au fond de nous et on se laisse un peu faire par ce qu'on attend de nous, ce que la société attend de nous. On attend de nous de reprendre le travail quand c'est le moment de le reprendre. On se dit qu'on n'a pas le choix, que Oui. à notre travail, on compte sur nous, peu importe le travail qu'on fait, on compte sur notre présence pour réaliser ce travail et on veut pas trop embêter et tout ça. Et du coup, on se fait pas passer en priorité ni nous ni notre bébé du coup. Et je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé pour toi. Moi, c'était ce qui s'était passé aussi pour mon premier. Ça a été après un énorme regret parce que je sais, tout comme toi, que ça aurait pu se passer autrement si j'avais osé
faire Ouais. en sorte que ça se passe autrement. Parce qu'après tout, toi, tu aurais pu accepter un congé pour allaitement et tout Oui. ça. Moi, pareil, j'aurais pu demander ça à mon médecin, il me l'aurait donné. J'avais eu un accouchement compliqué avec des complications et des séquelles qui auraient pu expliquer largement un arrêt maladie. Et je ne l'ai pas fait parce qu'à l'époque, pareil, Mm. j'étais enseignante. Tu vois, je pense que quand on travaille dans l'humain, comme c'est ton cas Oui, aussi, on a encore plus ce truc de se dire bah non, mais enfin, ils ont besoin de moi au travail, je peux pas leur faire faux bon ouais, et tout ça. Sauf qu'après, après coup, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi? Pourquoi je me suis pas fait passer pour une fois dans ma vie en priorité c'est ça. et surtout pour mon bébé? Donc, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il faut pas que tu culpabilises, en tout cas, d'avoir fait les choses comme ça, parce que je trouve que vraiment on nous forge comme ça, tu vois. Mm. Et au Ah final, oui, oui, on se retrouve bah, sur le fait accompli, quoi. Exactement ce que tu as dit. c'est ça. C'est-à-dire que ça y est, c'est fait, c'est trop tard, on peut pas revenir en arrière. Et on se dit, punaise, en fait, même si c'est moi qui ai pris la décision, on m'y a un peu poussé, Oui, tu vois, euh, au final, à prendre cette décision. Et c'est souvent, malheureusement, que quand on a la chance d'avoir ensuite un nouvel enfant, que on a un peu changé de regard et qu'on se dit, après tout, il faut que j'ose ouais. m'imposer. Donc j'espère pour toi que c'est ce qui se passera. C'est tout ce que je te souhaite, qu'un jour Ben tu puisses merci. avoir un nouvel enfant et que tu puisses prévoir les choses d'une autre façon en te disant, cette fois-ci, Mm. je vais pas faire ce qu'on attend de moi, mais essayer de réfléchir avant à ce que moi je veux vraiment. Mais en tout cas, je pense que c'est important de faire passer le message à ceux qui vont se reconnaître dans ce que tu viens de raconter, qu'il faut surtout pas culpabiliser, quoi. On retrouve à prendre ces décisions, finalement, pas en pleine conscience, quoi. On nous pousse Ouais. à ça. Et par contre, s'il y a des mamans qui nous écoutent, qui sont justement enceintes de leur premier, si ça peut aider à se dire, faut pas hésiter dès le premier à se dire, non, je vais pas me laisser avoir par cette pression-là, sociale, sociétale, du travail et tout ça, et je vais peut-être réussir à changer un petit peu les choses. On peut pas toujours, hein, mais parfois on peut. Qu'est-ce que tu gardes aujourd'hui de cette expérience de ton allaitement? Bah, je garde une super expérience qui m'a beaucoup fait grandir, en tout cas parce que, en fait, c'est grâce à cette expérience avec ce qui s'est passé où j'ai dû arrêter mon allaitement très vite que derrière, je me suis dit, en fait, il faudra que je trouve une solution Ouais. ou que je fasse les choses autrement parce que, bah, en fait, j'y tenais tellement à mon allaitement et que j'ai mis un terme très vite alors que, bah, selon l'OMS, jusqu'aux 6 mois, c'est censé être la nourriture exclusive d'un enfant. Voilà, j'en étais profondément déçue, mais en fait, je me suis dit, j'ai fait avec ce que j'avais Ouais, au moment venu. c'est ça. Et au final, ça m'a fait grandir et enfin voilà, mon fils m'apprend tous les jours à être maman. Et au moins, après, je serai encore plus une super maman. Non, mais ça c'est sûr, ça c'est sûr. Bon, c'est super que tu aies déjà pris ce recul, vraiment c'est top. Je sais que du coup, tu as créé ton compte Instagram occupe.tonpetitloup, dont je mettrai le lien en description. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce compte? Quel type de choses tu partages dessus? Et pourquoi tu as créé ce compte? Et ben en fait, tout simplement, j'en parlais avec des collègues au travail parce que je fais toujours plein d'activités à mon fils pour vraiment passer un maximum de temps avec lui, lui faire découvrir plein de choses. Et ben, elle me disait, mais c'est trop bien, est-ce que tu peux m'en imprimer pour moi aussi? Et c'est vrai que bah, les mamans n'ont pas forcément toujours bah, des idées parce que bah, faut toujours se renouveler. Et que moi, j'adore faire des choses comme ça, j'adore être créative. Et en fait, je me suis dit, bah, tiens, si je partageais aux autres mamans, comme ça pourrait elles-mêmes leur donner des idées d'occuper Hmm. leurs enfants facilement. Toujours dans ce don de toi, un peu comme ton métier, c'est Oui, voilà, ce côté on partage, c'est chouette. Non, c'est super. Bon, bah écoute, du coup, je mettrai le lien de ton compte pour les mamans qui veulent aller voir un petit peu les activités que tu partages. C'est trop, trop bien. Merci Célia pour ton témoignage. ben merci à toi. C'est un témoignage doux, vraiment sincère et fort, je trouve, ce que tu nous as partagé. Tu nous rappelles que chaque parcours est unique
Vraiment. Et puis qu'un allaitement, même si la durée qu'il dure, quoi, peut-être qu'il ne dure pas, entre guillemets, longtemps selon, ça dépend de selon quelle norme, justement, on veut dire, ça peut marquer toute une vie. Et il y en a qui ont des allaitements même bien plus courts que le tien, qui peuvent marquer toute une vie. Et surtout, c'est pas la durée qui compte, mais c'est ce qu'on y vit pendant cet allaitement. Ce que ça vient parfois, pour certaines personnes, réparer, ce que ça vient relier, ce que ça vient renforcer en nous. Je précise quand même que cet épisode, il n'est pas là pour dire à toutes les mamans qui sont en train d'écouter qu'il faut à tout prix allaiter. Chacune fait ses choix et on les respecte. Célia nous a juste partagé Mon expérience. son expérience, son histoire à elle. J'espère que toi qui nous écoutes, ça t'aura parlé d'une manière ou d'une autre. Si tu l'as pas encore fait, pense à t'abonner au podcast pour suivre les prochains épisodes avec d'autres témoignages, mais aussi des interviews d'experts ou encore des épisodes solo où je prends la parole de mon côté pour te donner parfois mon avis sur un sujet ou encore mes questions, mes doutes que je peux avoir aussi comme toi, mais surtout pour te partager aussi mon expertise sur le sommeil des enfants et sur la parentalité bienveillante. Alors, je te dis à la semaine prochaine. Et Célia, je te dis au revoir et merci encore. À bientôt et merci. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au Pays des Merveilleuses. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce podcast et à soutenir d'autres mamans. À très vite pour un nouveau moment de sérénité.